stage. Je propose qu'on commence par se présenter, Valérie et moi. Valérie, vas-y, je t'en prie, je te laisse la parole. Merci Axel. Bon, j'ai été un entrepreneur une grosse vingtaine d'années. Depuis 2 ans, j'essaye d'aider en accompagnant et en finançant des projets impact. Donc, je fais cela au travers d'Impact Business Angel, dont tu vas nous parler. Je suis aussi très impliqué dans Ocean Hub Africa, qui est une non-profit basée en Afrique et qui a pour vocation d'accélérer les startups qui ont un impact positif direct sur l'écosystème marin. Et j'anime enfin une émission hebdomadaire sur Radio Cité Genève qui s'appelle Entre nos mains et qui parle d'impact et d'avenir. Super. Et donc pour ma part, donc Axel Pogam, je suis délégué général d'Impact Business Angels. On vous présente le réseau un peu plus en détail d'ici quelques minutes. Je suis également responsable des investissements à impact du groupe SOS, qui est une entreprise sociale sous forme associative de grande taille. Peut-être un mot rapidement sur l'atelier avant de démarrer. Alors on est ravis, déjà tout d'abord un grand merci aux équipes de la BPI et en charge de Big 2022 pour l'organisation. On est ravis d'être là aujourd'hui. L'objectif pour nous et qui matche assez bien avec le fait que parmi les inscrits on a beaucoup de porteurs de projets, c'est d'être extrêmement pragmatique et de pouvoir donner les outils sur comment se faire financer quand on a un projet qui déploie une démarche d'impact, quelles sont les bonnes questions à se poser et comment obtenir le bon financement au bon moment. Donc on commencera par quelques enjeux de définition, presque démystification sur qu'est-ce que c'est l'impact concrètement, qu'est-ce que c'est l'investissement impact, qu'est-ce que ça veut dire être business angel également, mais l'objectif est qu'on rentre très vite dans le concret et surtout qu'on puisse avoir un temps de questions-réponses à la fin. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Ce sera l'objectif et que ce soit tout à fait interactif et également sympathique. Valérie, peut-être que je te laisse la parole pour présenter un peu globalement quels sont les enjeux justement de se faire financer en early stage. Ça marche, merci Axel. On va rapidement aborder les enjeux donc, du financement early stage. Donc vous pouvez voir sur le visuel le genre de graphique qu'on trouve dans un manuel ou dans un cours de MBA. Il est indiqué le type d'interlocuteur que vous pouvez espérer avoir en fonction du niveau de maturité de votre startup. Vous pouvez aussi voir en bas à gauche, par exemple, qu'il est attendu par les business angels que vous arriviez à obtenir avant que vous les sollicitiez du financement non dilutif, c'est-à-dire des subventions, des prêts, des aides. Tout ça, ça fait partie d'un savoir théorique qui est relativement aisé d'accéder. On apprend à étudier un secteur, à définir une stratégie, à bâtir un business plan. On se prépare au mieux et je le répète bien, au mieux à ce qu'on croit être notre métier. Mais en fait, il y a un colossal non-dit qu'on découvre en général trop tard, et c'est de ça dont je voudrais vous parler en ouverture. Personne ne va vous prévenir qu'en réalité, pour vous donner la chance de vivre votre aventure entrepreneuriale, il y a un très inconfortable prérequis. Vous allez en effet devoir passer un temps non négligeable, aéré, sans GPS, dans un pays dont la géographie est mystérieuse et opaque, et où en plus il n'existe aucun panneau de direction. Je parle, vous l'aurez compris, de l'étrange pays des investisseurs. Concrètement, il est essentiel de savoir avant de s'y aventurer que le secteur du financement des startups est ghettoisé en multiples strates qui sont hermétiques les unes aux autres. Incubation, amorçage, démarrage, développement. Chaque phase contient en son sein plusieurs typologies d'investisseurs potentiels qui possèdent chacun une vision de l'entreprise, un vocabulaire, des objectifs, des matrices de décision qui sont différents. Il vous faudra donc être capable d'identifier parfaitement un interlocuteur afin de vous adapter à ce qu'il est. Il n'y a donc pas une bonne façon de présenter votre projet, mais il y a une bonne façon par type d'interlocuteur. Alors, comment vous y retrouver? Comment trouver l'investisseur qui va croire en votre projet? Au vu de ce que je viens de vous dire, vous comprenez que c'est un challenge à part entière et qu'il ne faut surtout pas le sous-estimer. Chercher à financer sa startup, c'est complexe et c'est affreusement chronophage. Il faut accepter qu'au lieu d'être focalisé exclusivement sur la survie et la croissance de votre jeune pousse, ce qu'on a tous envie de faire, vous passiez dans les faits une partie importante de votre temps à essayer d'identifier des investisseurs compatibles avec votre projet, puis à tenter d'aller les séduire. Alors,
Une fois votre première levée effectuée, non seulement ce n'est pas terminé, mais il va même falloir fournir un effort supplémentaire parce que ça se complique. L'aventure humaine est avant tout, l'aventure entrepreneuriale est avant tout une aventure humaine qui nécessite une relation de confiance entre les investisseurs et vous, les porteurs de projets. Le problème, c'est que l'extrême spécialisation des investisseurs a pour conséquence un changement régulier d'interlocuteur pour vous. Ça va créer une sorte d'injonction temporelle un peu paradoxale qui est très difficile honnêtement à gérer. Parce que vous allez devoir à chaque fois, en un laps de temps très court, rebâtir une relation de confiance avec de nouveaux interlocuteurs. Donc concrètement, ce qui devrait se faire en un laps de temps long, vous allez devoir le faire en un laps de temps court. Donc ça va clairement vous prendre de la bande passante temps, mais aussi de la bande passante émotive. Et il faut donc être préparé et armé pour cela, c'est essentiel. À propos d'émotions, je pourrais aussi évoquer l'énorme inconfort qui sera le vôtre lorsque, pour satisfaire les nouveaux investisseurs de votre nouveau tour de table, vous devrez probablement rogner sur les intérêts des actionnaires historiques. Ceux qui étaient pourtant là pour vous dès le début, ceux qui ont été les seuls à vous faire confiance au début. Et ce sera difficile, mais les nouveaux actionnaires vous demanderont, par exemple, de regrouper les actionnaires historiques dans une SPV, un véhicule, afin qu'ils ne soient plus actionnaires directement de votre société. Il y a donc des complexités qui vont se révéler au fur et à mesure. Et la raison de tout ça, elle est en fait assez simple, c'est que le système de financement, il a été bâti pour assurer le confort des investisseurs. Et c'est vraiment le premier message que j'aimerais que vous emportiez avec vous. Il faut accepter que le secteur n'est absolument pas optimisé pour vos besoins réels. Ne perdez pas de temps à regretter ce qu'est un état de fait. Ne soyez pas frustrés par cela, car vous allez perdre un temps précieux. Et le deuxième message qui est une évidence, c'est qu'il faut vous préparer au mieux à cette réalité, afin tout simplement d'augmenter votre probabilité de lever des fonds. Alors, sachant ce que je viens de dire, qui n'est pas évidemment agréable à entendre, il faut évidemment noter qu'il existe des organismes comme la BPI, bien sûr, mais aussi des accélérateurs ou des bonnes âmes qui auront à cœur de vous guider. Il y aura aussi des gens qui auront traversé avec succès cette contrée hostile et que vous pourrez soit engager en prestataire externe, soit carrément intégrer à votre équipe fondatrice. Donc, en résumé, si vous voulez sortir par le haut de cette expérience assez labyrinthique, prenez la mesure de ce challenge dès le départ et entourez-vous bien pour préparer au mieux votre levée de fonds. Ça, Valérie, ce que tu as présenté là, voilà, c'est l'enjeu, on va dire, général, qu'on parle d'un projet impact ou qu'on ne parle pas d'un projet impact. Là, ce qu'on propose de faire maintenant, sur les petites 15 minutes qui nous restent avant les questions-réponses, c'est justement de voir comment ces enjeux-là s'adaptent, ou voilà, quelles sont les spécificités quand on parle justement du financement et de l'investissement de projets impact. Donc, première étape, quand on va parler de projet impact, c'est définir qu'est-ce que c'est justement l'impact. Ouais, alors c'est un mot qui existe depuis une quinzaine d'années, mais qui est utilisé que depuis 5 à 10 ans. On vous a mis quelques logos en dessous ça vous permet de vous donner une petite idée de sociétés qui sont impact, qui ont été des startups, qui n'en sont plus pour la plupart. Mais la réponse à ta question, en fait, elle est moins évidente qu'il y paraît. Donc, on va commencer par dire ce que n'est pas l'impact. Et là, c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus. Donc, on va les lire un par un. Donc, comment définir l'impact ? L'impact, ce n'est pas un statut juridique. Ça, c'est la première chose essentielle. Vous pouvez chercher autant que vous voulez, vous ne trouverez pas de statut juridique. Il ne s'agit pas d'un secteur d'activité. Il ne s'agit pas d'un modèle économique. Et il ne s'agit pas d'un modèle de développement. Voilà. À la question sur la partie droite du slide, votre projet est-il à impact ? Alors là, je vais laisser Axel vous répondre, mais je vais quand même vous apporter ma réponse et je pense que les meilleurs outils restent probablement pour répondre à cette question votre bonne foi et votre bon sens. Je vais vous donner un exemple. On était avec Axel il y a quelques semaines au MEDEF et il y a un investisseur qui a levé la main et qui a dit « Mais moi, je ne comprends pas, l'ensemble de mes investissements ont un impact positif. » Il n'avait évidemment pas pris en compte les externalités négatives. Il n'avait pris que les externalités positives. Et donc là, oui, il a raison. À de rares exceptions près, n'importe quelle société va, par exemple, créer des emplois, répondre à des besoins. Tout ça, ce sont des externalités positives. Mais il n'y a qu'en faisant les plus et les moins de votre projet que vous pourrez vous faire une idée plus ou moins précise de l'impact de votre projet. Il y a une notion qui est relativement peu connue, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, et qui permet de comprendre cela, ça s'appelle l'énergie grise.
c'est la quantité d'énergie consommée lors du cycle de vie d'un matériau ou d'un produit. Donc, ça prend en compte la production, l'extraction, la transformation, la fabrication, le transport, la mise en œuvre, l'entretien et même le recyclage. En fait, ce que ça ne prend pas en compte, c'est l'utilisation. Donc, pour prendre un exemple, je trouve que le steak que j'ai mangé là à midi est une source très satisfaisante d'énergie. Mais si je me mets à calculer son énergie grise, je réalise alors que l'énergie consommée pour le produire est des dizaines de fois supérieure à l'énergie qu'il va me procurer. Je peux donc en conclure que mon futur steak a un impact délétère. C'est comme ça, et avec cet esprit-là que vous devez essayer de calculer l'impact réel de votre startup. Donc, formuler autrement. Pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, je t'en prie, Formuler autrement, là, donc, si on définit ça, une fois encore, parce qu'il n'y a pas de cadre réglementaire ou technique qui dit qu'est-ce que c'est un projet impact, qu'est-ce que n'est pas un projet impact, on va vraiment parler d'un projet dont les externalités nettes, c'est-à-dire la somme des externalités positives moins la somme des externalités négatives, est largement positive, largement supérieure à zéro. Et si on rentre un peu plus dans le détail, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est les 6 questions que nous, côté Impact Business Angels, de fait, on va se poser quand on va regarder un projet. La première, c'est justement, est-ce que je réponds à un enjeu majeur? Alors pour ça, vous avez plusieurs cadres de pensée, aucun n'est parfait, parce que ça devient très vite des questions, on va dire des choix sociétaux, des choix même philosophiques, mais les cadres de pensée les plus classiques, ça va être les objectifs de développement durable de l'ONU, ça va être la prise en compte des limites planétaires, etc., etc. Donc, est-ce que mon projet, d'une manière ou d'une autre, répond à un enjeu en lien avec ces cadres de pensée? La deuxième question, et on y reviendra après, qui est extrêmement structurante, c'est est-ce que vraiment, voilà, mon projet, l'impact est au cœur de mon projet, ou est-ce que c'est un à côté, est-ce que c'est un byproduct? Ça peut se mesurer par déjà, est-ce que vous avez, quel est votre objet social? Est-ce que vous avez des statuts qui précisent en leur sein l'impact que vous voulez déployer? Ça peut être des questions de label, etc., etc. Mais ça peut aussi être 2 questions très bêtes qu'on adore se poser quand on est BA. C'est, j'ai un projet, je fais 1 euro de chiffre d'affaires en plus. Concrètement, est-ce que j'ai plus d'impact ou moins d'impact? Et la deuxième question qui est aussi assez sympathique, c'est j'ai mon projet, je fais tant de chiffre d'affaires, je multiplie par 1 million, comment se porte la planète? En fait, c'est des questions hyper pragmatiques, mais normalement, si vous avez assez vite une idée concrètement de est-ce que c'est positif ou est-ce que c'est négatif? Et c'est ça qui va vous permettre également de savoir, voilà, est-ce que vous répondez à un enjeu majeur, est-ce que l'impact est au cœur de votre projet? Un troisième point qui est assez important, c'est voilà, est-ce que j'apporte une solution à un problème? Est-ce que c'est la meilleure solution? Quelles sont les autres? Pourquoi j'ai choisi cette solution-là plutôt qu'une autre? Qui sont également des bénéficiaires finaux? Formulé de façon caricaturale, est-ce que votre solution ne bénéficie qu'à des CSP+, ou est-ce qu'elle bénéficie à des personnes qui ont vraiment besoin d'aide, que ce soit environnementale, sociale, etc. 5e point également extrêmement important, est-ce que vous suivez votre impact? Voilà, c'est pas uniquement le sujet n'est pas uniquement de vouloir en avoir et de construire un projet qui peut en avoir, mais c'est également de vérifier que vous en avez à la fin et donc d'être capable de suivre des indicateurs d'impact précis, ce qu'on va appeler les métriques d'impact. Ça peut être des tonnes d'équivalent CO2 évité, ça peut être des heures d'insertion, etc., etc. C'est vous qui devez les définir, mais c'est ça qui vous permet justement aussi de prouver que vous monitorez votre impact. Et enfin, un point assez important qui est souvent oublié, c'est tout ce qui va être ESG. Tout simplement. Est-ce que, avant même de parler d'impact, c'est-à-dire de gérer, d'avoir des externalités positives qui compensent largement les externalités négatives, comment vous gérez ces externalités négatives et comment vous gérez les pratiques ESG d'entreprise? On voit souvent des projets impact qui passent à côté justement de ces enjeux ESG. Donc ça, on pourrait revenir dessus assez rapidement sur les questions parce que je vois que le temps file et qu'on parle beaucoup. Un mot extrêmement rapide. On a parlé d'impact et on n'a pas encore parlé d'investissement impact. Pour le coup, donc là, impact, on se met du côté des projets. Investissement impact, on va se mettre du côté plutôt des financeurs, des investisseurs. Une dernière définition théorique, il y a 3 principes qui vont revenir très souvent, qui vont être l'intentionnalité d'un investisseur impact. C'est-à-dire que l'investisseur veut en amont avoir un impact et ce n'est pas une fois encore une conséquence indirecte ou un byproduct de son investissement. L'additionnalité, qui est le concept, on va dire, le plus théorique, qui se comprend par la négative, qui consiste à dire, au fait, si je n'avais pas été investisseur, qu'est-ce qui serait passé? Typiquement, il y a un projet génial qui sera financé par quasiment tout type d'investisseurs. Bon,
nécessairement, je vais peut-être avoir moins d'impact en le finançant puisqu'il aurait été financé par d'autres. Donc ça, c'est l'enjeu d'additionnalité. Et enfin, la mesurabilité, voilà, c'est le miroir de ce que j'indiquais à l'instant. Est-ce que je suis capable de rendre compte, en quelque sorte, de justifier de mon impact et de le quantifier à terme. Voilà, c'est un petit peu le bagage théorique qu'on voulait transmettre avant de rentrer vraiment dans les aspects pratiques pour les 5-10 minutes qui nous restent avant les questions-réponses. Maintenant qu'on a posé ces notions, je vais présenter un peu plus en détail qu'est-ce que c'est Impact Business Angels. En fait, Impact Business Angels, c'est le premier réseau de BA français qui est exclusivement dédié au soutien d'entrepreneuriat impact en France. Alors, j'insiste sur le exclusivement parce que ça ne veut pas du tout dire qu'on est les premiers à faire de l'impact. Loin de là. Il y a plein d'autres réseaux, il y a plein d'autres structures d'investissement, fonds d'investissement, plateformes de crowdfunding qui font de l'impact. Notre spécificité, c'est qu'on est sur un modèle associatif et qu'on ne va financer que cette typologie de projet. Avec un angle en lien avec Pulse et le groupe SOS, qui sont les associations qui ont porté et appuyé le lancement du réseau, qui est un angle très social avec un ciblage de projets qui sont nativement impact. C'est-à-dire que voilà, le projet a été lancé avec cette ambition d'avoir un impact. Après, qui peut se décliner sur différentes typologies de secteurs, que ce soit impact social, impact environnemental, sociétal également, territorial aussi. Si on rentre de façon un peu plus technique et pratique dans les modalités d'investissement, donc on parle d'early stage, donc on parle de pré-amorçage et d'amorçage. Donc, quand vous êtes sur le point de commencer à faire du chiffre d'affaires ou que vous en faites un petit peu déjà, et donc ça va être des tickets d'investissement en capital, en equity, entre 50 000 et 300 000 euros environ, sur des levées qui vont faire généralement entre 200 000 et 2 millions d'euros. Comment marche un réseau de business angels? Je rentrerai un peu plus dans le détail après, et puis n'hésite pas Valérie à compléter si tu le souhaites, mais voilà, les membres sont des personnes physiques qui sont membres du réseau, qui est une association, et chaque personne décide d'investir au cas par cas dans les projets qui lui sont présentés. Moi, typiquement, ma casquette de délégué général se résume en quelque sorte à mettre en relation des projets et des business angels et à s'assurer que les échanges se passent bien et qu'il y ait une volonté d'investir par les business angels. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement ce n'est pas moi qui suis expert en investissement, c'est les business angels qui décident d'investir au cas par cas dans les projets. En termes de secteurs ciblés, après un an d'existence, puisque le réseau a été lancé en décembre 2021, on va essentiellement cibler des projets d'économie circulaire, des projets en lien avec l'agriculture, l'alimentation durable, l'agroécologie, également le bien vieillir, également la revitalisation des territoires, mais aussi tout projet qui peut toucher, qui peut justement déployer un impact positif. Mais voilà, ça, c'est les 4 secteurs sur lesquels on a identifié justement un intérêt fort. Et bien sûr, un réseau de business angels va toujours s'intégrer dans un écosystème. Donc voilà, il y a tellement de logos et encore on ne les a pas tous mis qu'on n'a plus vraiment la place, donc c'est plus vraiment lisible. Mais voilà, c'est toujours en lien avec un écosystème d'autres investisseurs, d'autres réseaux de business angels, de plateformes de crowdfunding, d'acteurs systémiques, la BPI notamment, etc., etc. Un point qui est assez intéressant pour les porteurs de projets qui nous écoutent, c'est rentrer dans le concret de comment fonctionne justement un réseau de business angels. Alors, malheureusement, ça rejoint ce que disait Valérie en début d'échange, c'est que c'est des schémas qui restent encore pas faciles à naviguer, et notamment, c'est un schéma qui est en entonnoir. C'est-à-dire que sur un réseau de business angel ou un investisseur type, sur les 1000 projets qu'il va recevoir par an, c'est un ordre de grandeur, mais ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, mais on s'en rapproche. Au final, ces projets vont passer au travers de filtres successifs qui va amener à peut-être 5-10 d'entre eux à être financés à la fin. Donc, on est vraiment sur un process de sélection multi-étapes qui est lourd et qui nécessite d'être anticipé. Concrètement, si je rentre dans le détail, le réseau reçoit un projet par diverses sources entrantes ou parce qu'il est aussi allé chercher le projet, va préanalyser, mais très rapidement, les éléments qui lui sont transmis, généralement des slides, un deck, va éventuellement faire prendre un premier contact avec les porteurs de projet, avant de décider si oui ou non le dossier correspond à sa thèse d'investissement, à son positionnement, et si le dossier a été, s'il souhaite creuser ou non le projet. Déjà, il y en a, je pense, moins de 20% qui vont passer cette étape-là parce que tout simplement, le projet ne correspond pas à la phase de maturité, à la thèse d'investissement, à la cible, etc., etc.
Et il y a un moyen un peu smart, en fait, de contourner un petit peu ça, c'est d'essayer de rentrer en contact directement avec un business angel faisant partie du réseau. Vous essayez de le convaincre. Une fois que vous l'avez transformé en champion, à ce moment-là, c'est lui qui va aller parler à son réseau en disant bah, j'ai vu ce projet, il m'intéresse. Immédiatement, à ce moment-là, le réseau va voir le projet avec un œil un petit peu différent, puisqu'il y a déjà quelqu'un qui a envie de le suivre. Tout à fait. Et ce qui implique justement de préqualifier, vous de votre côté, les business angels à qui vous allez parler. C'est-à-dire qu'en fait, ce sera beaucoup plus efficace de cibler un contact précis qui correspond, qui est pertinent par rapport à votre projet, plutôt que d'envoyer des mails à 1000 business angels qui peuvent pas nécessairement être en lien, enfin voilà, pas nécessairement intéressés par votre projet. Donc ça implique aussi, vous, de cibler les bons interlocuteurs au sein des financeurs potentiels que vous pourrez, voilà, dont vous pourriez bénéficier. Une fois qu'il y a cette présélection qui est faite, il y a un passage en pitch auprès des membres du réseau. Donc là, c'est tous les business angels qui se rendent présents, qui vont regarder une fois tous les mois, peut-être 3, 4, 5 projets. Alors, il y a plusieurs schémas, il y a plusieurs modalités, mais généralement, c'est comme ça que ça se passe. Où justement vous avez 10 minutes pour pitcher le projet, et ensuite, ça peut être 15, ça peut être 5 une fois encore, et ensuite répondre aux questions qui vous sont posées. Une fois que ce pitch est passé, donc on est déjà sur un niveau de sélectivité assez élevé puisque vous allez avoir peut-être 4-5 projets par mois qui passent, se lance une phase d'instruction où là, pour le coup, les business angels, experts, rentrent dans le détail du projet et justement instruisent le dossier. Donc ça peut être 3, 4, 5 échanges avec les porteurs de projet. Ça peut durer un peu longtemps. C'est pour ça qu'on a mis ici, voilà, ça pouvait durer, ça peut prendre jusqu'à 2 mois, par exemple. Et l'idée est de rentrer dans chaque pan du dossier, que ce soit l'équipe, le produit, le marché, votre modèle éco, le business plan, l'impact, bien entendu, les modalités d'investissement, etc., etc. Et une fois que justement l'instruction est positive et que les négociations sur les modalités d'investissement ont été entamées et se déroulent bien, on entre dans la phase de closing qui concrètement veut dire voilà, déjà rédiger tous les aspects juridiques, se mettre d'accord sur les conditions d'investissement et enfin arriver au sacro-saint moment où vous recevez le virement sur votre trésorerie, vous pouvez enclencher le développement poursuivre le développement de votre projet. Donc voilà, on pourra en reparler pareil dans la séance de questions-réponses, mais ces 5 étapes qu'il faut avoir en tête pour justement être en capacité de bien cibler, de bien anticiper votre levée. Sur cette dernière slide, certes un peu moche, mais qu'on a voulu un peu lourde en contenu, on met déjà quelques do's and don'ts en anticipation des questions sur qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Je ne vais pas descendre toutes les lignes, mais faites quelques messages clés que je veux transmettre. Et Valérie, une fois encore, n'hésite pas. Je sais que tu en as plein aussi. Se poser la question, est-ce que vous avez vraiment besoin de lever des fonds ou pas? C'est pas une nécessité. Lever des fonds, c'est diluer le capital. Donc, essayer de le faire au bon moment. Il y a un moment où c'est trop tard et ça prend du temps, donc il faut démarrer avant que vous en ayez besoin. Mais le faire trop tôt, c'est aussi dommage parce que la valorisation de votre projet est évidemment moins importante au départ. Donc, le bon moment est un moment clé. Tout à fait. Et même, est-ce que vous avez besoin de cet argent ou est-ce que vous pouvez vous autofinancer ou est-ce qu'il y a d'autres sources de financement qui sont possibles même, voilà. Toutes ces questions-là, en fait, sont importantes à se poser avant d'aller chercher des fonds parce que en fait, c'est pas un point de passage obligé. C'est une solution parmi d'autres. C'est une modalité de financement parmi d'autres. Et si vous cherchez à lever des fonds juste parce qu'on vous a dit qu'il faut le faire, ce sera plus compliqué. Bien sûr, il faut l'anticiper, ça je le disais, parce que ça peut prendre 6 mois, donc il ne faut pas attendre d'être face à un mur de trésorerie avant de commencer à lever des fonds. Connaître la chaîne de financement, cibler les bons interlocuteurs, voilà, ça c'est justement ce qu'on a indiqué, ce qu'on a pu indiquer avec Valérie. Connaître son écosystème. En fait, assez souvent, quand on va regarder un projet, un indicateur de la qualité du projet, c'est à quel point il connaît sa concurrence, il connaît ses potentiels fournisseurs, prestataires, clients, qui a une vision globale sur l'écosystème au-delà du projet. Et ça m'amène aussi à 2 points qui sont très importants. C'est qu'est-ce que vous devez avoir quand vous allez commencer à chercher des business angels. Déjà, il faut être en capacité de justifier que vous allez chercher les autres sources de financement
qui viennent avant les business angels. Donc, ça peut être des subventions, ça peut être des prêts d'honneur, notamment, subventions BPI notamment. Faut être prêt à avoir un deck, donc des présentations en 15-20 pages du projet qui présente l'équipe, voilà, le projet justement, la solution, le modèle économique, etc., etc. Et aussi être prêt à fournir aux business angels ou aux potentiels autres investisseurs dès qu'ils sont intéressés ce qu'on va appeler une data room, qui va être un ensemble qui peut être assez léger malgré tout, hein. Enfin, ça peut être un simple Google Drive ou autre, mais de documents que vous pouvez fournir pour que les investisseurs puissent analyser justement le projet en détail. Si vous avez déjà ça en amont et si vous ne découvrez pas qu'il faut faire ça pendant que vous faites votre levée, ça vous permet déjà de prendre un petit peu d'avance et de tenir le timing qui nécessairement sera long. Voilà, je m'arrête là parce que je vois qu'il reste un peu moins de 5 minutes pour les questions-réponses. Donc, si je comprends bien, Yasmine, elles arrivent sur le chat. Il y a pas mal de questions sur la droite. C'est ça. Peut-être un dernier point sur la valorisation est aussi un point important, parce que quand on est un nouveau projet, on a du mal à valoriser. Et aujourd'hui, il y a des outils comme par exemple le SAFE, le BKR en français, qui va vous permettre de lever de l'argent sans avoir à valoriser votre projet. Et c'est quelque chose qui est en train de se répandre de plus en plus. Et moi, je vous incite vraiment à regarder ça sérieusement si vous en êtes au point où vous devez lever vos premiers capitaux. Donc, en effet, oui, il y a pas mal de questions sur la droite. Ouais. On va essayer d'y répondre en 5 minutes. Monsieur Tony Azini qui dit « Mon entreprise est développée sur tout le territoire de France et Outre-mer ». Donc, j'imagine qu'il doit poser la question si il y a possibilité d'intéresser des business angels s'il n'est pas que dans l'Hexagone. Je pense que c'est ça. Et donc, ça répondra à une autre question aussi qui a été posée, c'est comment cibler des BA, où trouver les business angels. Alors, il y a notamment une fédération des réseaux de business angels qui s'appelle France Angels, qui va rassembler une grande majorité, pas tous, mais une grande majorité des réseaux de business angels avec un annuaire de tous les réseaux. Donc, c'est un bon premier point d'entrée. Et ensuite, effectivement, voilà, c'est tout simplement ces événements, ces salons où vous allez rencontrer aussi les investisseurs. Et essayer de trouver des gens qui ont un intérêt personnel à investir chez vous, c'est-à-dire qui sont particulièrement sensibles à votre thématique. Vous gagnerez du temps en faisant ça. Donc, une question d'Isabelle. Donc, bonjour Isabelle. Comment vérifier et valider les externalités positives et négatives présentées par un créateur d'entreprise? Bien sûr, voilà, ça c'est la question qui est toujours extrêmement complexe, d'autant plus que il y a souvent assez peu d'éléments qui sont fournis en amont sur le projet. Donc, la première chose qu'on va sonder, tout simplement, ça va être l'intentionnalité de l'équipe fondatrice. Est-ce que l'équipe fondatrice a vraiment envie de mettre en œuvre une démarche d'impact qui ensuite sera déclinée opérationnellement et qui amènera à ce qu'il y ait plus d'externalités positives que négatives. Donc ça, c'est le premier élément qu'on va vérifier. Et ensuite, ça va dépendre vraiment des différents secteurs d'activité, du business model, du modèle économique du projet. Souvent, quand on demande une analyse de cycle de vie quand c'est pertinent, quand on va notamment parler d'impact environnemental. Et assez vite, il va quand même y avoir besoin d'expertise spécifique sur un secteur pour mesurer ou non quelles sont les externalités positives, quelles sont les externalités négatives. C'est parfois beaucoup plus difficile à calculer que ce qu'on peut penser. C'est extrêmement dur et souvent, on voit des levées de fonds d'amorçage de quelques centaines de milliers d'euros qui sont faites, en partie justement pour payer par exemple une analyse de cycle de vie qui peut coûter 10 000, 20 000, 30 000 euros. Donc, ce n'est pas une source exacte et ça ne se fait pas en un laps de temps hyper court. Si la mesure de KPI sur la base d'un ou plusieurs des 17 ODD, alors tout à fait, ça souvent c'est ce qu'on voit le plus souvent. Le risque, c'est de faire du cherry picking d'objectifs de développement durable, parce que vous avez 17 ODD, 169 cibles et 200 plus indicateurs, j'ai plus le chiffre exact en tête. Il y en a sûrement un sur lequel vous allez avoir un impact positif. Donc, il faut aussi avoir une vision globale. Ce n'est pas une fin en soi pour un investisseur. C'est-à-dire que c'est très facile de toucher un des ODD sans être d'avoir une solution à impact. Tout à fait. Donc voilà, faut avoir une vision un peu plus globale que ça, même si c'est pertinent pour les investisseurs de cibler quel ODD effectivement sera actionné via le projet.
pour qu'un projet soit validé comme impact, doit-il passer par une argumentation auprès d'une autorité française, européenne? Justement, en fait, non. Ça peut. Par exemple, on peut avoir une labellisation, on peut penser à du B Corp, par exemple, ou l'agrément ESUS en France. Pour autant, assez difficile, parce qu'il n'y a pas de cadre technique ou réglementaire, de justifier via une autorité quelconque française européenne qu'on ait naturellement impact. Il y a aussi des enjeux de statut juridique. On disait que l'impact n'est pas un statut juridique. On peut par contre avoir un statut juridique de l'ESS, d'économie sociale et solidaire, mais il faut vraiment justifier de l'impact au cas par cas. ESG, Valérie t'y a répondu. Je propose qu'on prenne 3 minutes de plus que prévu pour répondre aux questions. Ce serait bien qu'on puisse répondre à tout le monde. Faut-il déjà avoir un certain chiffre d'affaires avant d'aller voir des business angels, ou bien y a-t-il des business angels qui sont prêts à investir sur une idée? Alors, ça dépend de la typologie du business angel, ça dépend de sa philosophie. Il n'y a pas une réponse à cette question. Oui, tout à fait. Assez souvent, ce qu'on peut remarquer malgré tout, c'est que les réseaux de business angels vont avoir tendance peut-être à cibler des projets qui ont déjà un market fit et donc déjà du chiffre d'affaires, là où des business angels individuels peuvent plus se laisser séduire par l'idée, par le projet, par l'équipe, et donc justement y aller alors qu'il n'y a pas de traction commerciale. Ça reste une généralité, et ce que tu dis, Valérie, est très vrai, c'est que c'est très cas par cas. Mais si vous parlez à un réseau, assez souvent, si vous n'avez pas de chiffre d'affaires et pas de possibilité d'en avoir sur les prochains mois, ça peut souvent poser problème. Est-ce que l'accès au droit est considéré comme ayant, une question de Nassima, est-ce que l'accès au droit est considéré comme ayant un impact? Typiquement, c'est impossible pour moi de répondre à cette question, juste en sachant que c'est l'accès au droit. C'est un secteur qui potentiellement peut effectivement avoir un impact. Après, en lien avec toutes les questions, tous les critères qu'on indiquait justement en amont, il est nécessaire qu'on puisse rentrer, qu'on puisse connaître le projet plus en détail pour y répondre. Si mon entreprise a déjà 6 ans, ce n'est plus possible pour vous. Et en cours de changement d'échelle. Si, tout à fait. Vas-y, je t'en prie. L'âge de votre structure n'est pas l'élément qui compte pour nous. Ce qui compte, c'est son niveau de maturité. Est-ce que vous êtes à un niveau de maturité qui va nécessiter une typologie d'investisseurs tels que nous, c'est-à-dire des business angels, ou est-ce que vous allez faire une levée de fonds qui va être significativement plus importante, auquel cas, vous allez plutôt vous tourner vers des family office ou des fonds d'investissement? Tout à fait. Serait-il possible d'obtenir le support? Alors oui, tout à fait. Il sera diffusé par la BPI et également sur la page LinkedIn d'Impact Business Angels quand on communiquera, donc soit demain, soit semaine prochaine. Souhaitez-vous uniquement des entreprises naissantes ou alors des développements de projets? Alors justement, plutôt des entreprises qui sont justement proches de faire du chiffre d'affaires ou qui en font déjà. Et en fait, ce qui nous amène, même si ce n'est pas un critère de date, de maturité d'entreprise, mais assez souvent, on arrive donc à des projets qui peuvent avoir 1 an, 2 ans, 3 ans d'existence déjà. En fait, ce qui compte pour nous, c'est nous, on a envie d'intervenir au moment où vous avez des problématiques de survie et pas des problématiques de croissance, c'est-à-dire avant que vous ayez atteint votre point mort, avant que vous soyez dans une logique de croissance pure. Et parce qu'à ce moment-là, vous allez avoir besoin de sommes d'argent beaucoup plus importantes pour assurer votre développement. Et nous, à ce moment-là, on va moins vous apporter. Tout à fait. Où rencontrer physiquement ces business angels? Alors effectivement, il n'y a pas de lieu où ils se réunissent, mais mis à part les salons, typiquement, assez souvent, c'est dans des salons, soit généralistes comme celui de la BPI, comme le Big, soit spécifiques. Donc voilà, c'est surveiller ces événements. Sur LinkedIn. Sur LinkedIn aussi, vous allez pouvoir en rencontrer sur LinkedIn. Donc c'est vraiment là-dessus que votre veille doit se constituer, au-delà aussi des annuaires dont je parlais tout à l'heure, notamment celui de France Angels. Comment trouver des business angels ambassadeurs? Voilà, c'est exactement ce qu'on vient d'évoquer. Effectivement, certains indiquent qu'ils font partie de réseau, d'autres n'indiquent pas qu'ils font partie de réseau. Ça va dépendre au cas par cas.
Alors, qu'est-ce que le SAFE? Alors, j'ai envie de répondre que c'est un BSR, mais ça ne va pas nécessairement répondre à la question en soi. Voilà, faut aussi avoir en tête que c'est très, très jargonneux, même si c'est pas nécessairement complexe derrière, mais il y a beaucoup de jargon dans le monde de l'investissement. Donc, un BSR, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un dispositif d'investissement rapide qui concrètement fait que vous n'avez pas besoin de rentrer au capital d'un projet, ni de fixer une valorisation du projet pour le financer. Et en fait, c'est des questions que vous poserez après plutôt qu'avant. Donc, c'est un schéma qui est de plus en plus courant. Et voilà, faut rentrer dans le détail. Il y a pas mal de ressources sur Internet, de contenu sur Internet, justement pour savoir comment ça fonctionne. Et scaled, ça veut dire SAFE, pardon, ça veut dire Scaled Agile Framework. Oui, c'est un concept qui vient des États-Unis, tout à fait. Allez, je prends encore 2 minutes pour répondre aux dernières questions et puis après on clôture parce qu'on est un petit peu en retard. Qu'en est-il pour une entreprise qui a une mission générale qui répond à un enjeu sociétal important? Typiquement, aide aux réfugiés, etc. Ouais, typiquement, pareil, difficile d'y répondre. Manifestement, j'ai envie de dire que ça a toutes ses chances d'être un projet impact, vu les secteurs qui sont ciblés, mais il faut rentrer dans le détail du projet pour y répondre. Et en fait, ça va dépendre aussi de la sensibilité de l'investisseur. C'est-à-dire qu'il y a des impacts qui vont plus me toucher moi, par exemple, et donc je vais m'intéresser plus à certains types de projets, même s'il y a des externalités négatives qui vont probablement moins me toucher. C'est pour ça que c'est essentiel quand vous calculez votre impact réel, après, derrière, d'en tirer les conclusions sur quelle typologie d'investisseurs je dois cibler. Exactement. Et je pense qu'on a fait toutes les questions. Donc, ravi. J'en profite aussi en 30 secondes pour indiquer que quand les slides seront diffusés, on a mis quelques ressources et contenus à la fin des slides qui pourront vous être assez précieuses, notamment des mappings et des cartographies financeurs de l'impact. Pas mal de ressources assez expertes sur justement comment se faire financer, assez ciblées sur l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est le mapping l'un des plus connus qui a été fait par le Mouvement Impact France, qui est actualisé tous les ans, qui est assez précieux par rapport à la phase de maturité et au ticket d'investissement. Également quelques mappings d'incubateurs et d'accélérateurs, d'intermédiaires de leveurs de fonds. Voilà, c'est absolument pas exhaustif. Il y en a beaucoup plus que ça. On a fait aucun. Voilà, on peut pas être tenu responsable de qui on a mis et qui on n'a pas mis. Mais par contre, voilà, ça nous fait une première vision de l'écosystème. Et pendant que tu parlais, il y a encore eu 2 autres questions. Comme on n'a pas été coupé, on va en profiter. Est-ce que les projets de santé entrent là-dedans? C'est-à-dire, j'imagine, dans Impact Business Angel, ou faut-il plutôt aller vers des fonds spécialisés en santé? Les deux, mon général. C'est ça. Voilà, on est ravis de voir votre projet. Il y a aussi des fonds spécialisés. Il faut essayer, à chaque fois que vous allez identifier les opportunités, si vous pensez qu'elles ont du sens, il faut y aller. Il faut essayer. Est-ce qu'une entreprise ayant un seul fondateur peut être un frein à la levée? Il n'y a pas de règle. C'est clair que philosophiquement, mettre de l'argent dans une société où il n'y a qu'un seul porteur de projet, c'est un petit peu plus risqué, parce que si vous cassez la jambe, derrière, il n'y a personne pour tenir la baraque. Maintenant, ça nous est arrivé à tous de financer des projets qui étaient fondés par une seule personne et où ça s'est très bien passé. Donc, il n'y a pas de règle. Maintenant, c'est vrai que ce que j'ai dit tout à l'heure est quand même assez juste. La qualité des gens qui vont vous entourer va déterminer aussi le potentiel du projet. C'est comme ça qu'on va définir un projet, parce qu'au début, c'est une idée et que la capacité de transformer cette idée en une réalité, elle va dépendre de vous, elle va dépendre des hommes et des femmes qui sont à la tête du projet. Et donc, on a besoin de voir des gens de qualité, des gens dans lesquels on va avoir confiance. J'aurais pas mieux dit. Je pense que ça conclut ce live. Quelques jargons. Quelques jargons. On s'en excuse, honnêtement, on essaye. On est navré. Mais merci beaucoup en tout cas pour votre écoute. Puis voilà, on transmettra également les supports par rapport à la liste de ceux qui sont inscrits. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne suite de OBIC 2022. Puis à très vite. Et à tous les porteurs de projets, on vous souhaite le meilleur et lâchez rien. On sait que c'est pas facile, mais c'est une super belle aventure. Vous allez apprendre plein de trucs. On est de tout cœur avec vous. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.